Un futur durable serait un futur souhaitable où les humains arriveraient à être suffisamment adultes pour changer leur façon de fonctionner collectivement et essayer de réduire leur emprise sur les ressources naturelles. L'objectif de l'empreinte écologique, ça va être d'essayer de faire un bilan entre l'offre de ressources naturelles et la demande en ressources naturelles, donc la demande de la part de la société humaine en ressources naturelles. Si on voulait que la planète puisse refabriquer toutes les ressources qu'on consomme en 1 an, il faudrait à peu près 1 an et demi pour pouvoir fabriquer les ressources que l'humanité va utiliser. On parle de plus en plus de notre empreinte sur l'environnement. L'énergie, on en parle beaucoup. Je pense que oui, définitivement, on est de plus en plus interrogé, enfin questionné par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai que se l'approprier, c'est un travail, c'est aussi un travail personnel. Ça veut dire que dans quelle mesure moi j'ai une empreinte sur l'environnement et qu'est-ce que je suis capable de faire varier pour essayer justement de changer cette empreinte-là. Parce qu'on a souvent l'impression de déjà connaître tous les éco-gestes et de se dire qu'on n'a pas forcément besoin. Comment faire des économies d'énergie en éteignant les veilles, en changeant son type de cuisson, en réfléchissant à son mode de chauffage. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 21, 20 degrés dans un logement? Est-ce que être en t-shirt c'est normal dans un logement? Voilà. On réquestionne un petit peu toutes ces habitudes-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps. La plus grosse difficulté, c'est qu'on parle des comportements et changer son comportement, c'est pas simple. Ça va? Ouais. Tiens, j'en ai plein comme ça. Bah, tout ça, vous les mettez dans les cages, Ah, là? mais je récupère ma caisse, hein. Ah oui, oui, non, mais vous les mettez dans la cage. La télé, bon, Où il y a pareil, où il y a le d'abord. four, là-bas. Ah d'accord, Où il y a le four, là-bas. Ouais. Il y a de quoi faire, hein. Oui, oui, oui. À la télé, ils parlent souvent de développement durable, environnement, tri des déchets. Donc les gens maintenant connaissent ces mots et donc arrivent à les mettre en application. Après, il faut reconnaître qu'il faut toujours continuer à sensibiliser les gens au tri et leur expliquer pourquoi trier. Par exemple, ici, on leur explique que si vous mettez tout dans la même poubelle, ça va être enfoui. Et donc vos déchets vont rien devenir. Ils vont mettre des années et des années avant de disparaître. Voilà, pour une bouteille en verre, c'est des milliers d'années. Donc que si cette bouteille en verre, par exemple, vous la mettez dans le conteneur de tri à verre, la bouteille en verre, elle va être recyclée et on va en refaire une bouteille en verre. Je vais reprendre la carte. Je peux... Ça, je les mets avec les... Ouais, là, ouais. J'avais dit avec le four. Alors... J'aime bien l'idée de travailler un petit peu pour ma planète. J'aime bien l'idée de donner une planète un peu propre à ma petite fille, par exemple. La notice, vous la mettez avec les papiers. Voilà. Voilà. Pas de pile dedans. Ça, c'est du vert, ça. Et les piles, alors? Ah non, les piles, faut pas les mettre. La sensibilisation au tri, elle est déjà dans les écoles. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, de plus en plus, les parents, dans le cadre de la déchetterie, éduquent leurs enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui viennent sur la déchetterie. Ils sont très, très disposés à le faire, les enfants. Plus les enfants que les adultes, de toute façon. Notre rôle, justement, c'est de sensibiliser, d'éduquer tous les publics, et notamment les jeunes. Les enfants sont amenés à comprendre que leur façon de vivre aujourd'hui peut impacter leur façon de vivre de demain. Et qu'à travers, finalement, des gestes simples, de comportement, qu'ils peuvent appliquer dès le soir en rentrant chez eux, ils peuvent agir concrètement, simplement, sans tout remettre en question, sans bien sûr diminuer leur confort. Hein. Le but, c'est pas de retourner au siècle précédent, c'est de continuer à vivre au XXIe siècle, mais de manière moins impactante sur l'environnement. Et là, c'est intéressant, puisqu'à travers les enfants, on peut aussi rentrer dans les familles, entre guillemets,
parce que les enfants aiment bien donner des leçons aux parents, donc c'est vrai que ce côté pédagogique, éducatif est assez intéressant. Un litre d'essence, ça représente à peu près 10 kWh. Si on devait produire cette énergie avec un travail humain, un effort musculaire, ça représente à peu près une semaine de travail, à 8 heures par jour. Donc on voit aussi l'impact de cette énergie qui est de plus en plus facile de consommation, en finalement peu de temps, entre l'époque de nos parents ou de nos grands-parents qui ont eu un accès à l'énergie qui était plutôt réduit. Donc du coup ça remet aussi nos déplacements, nos vacances, enfin voilà, ça peut questionner beaucoup de choses. L'ensemble de nos faits et gestes du quotidien pèsent sur l'environnement. Et parmi eux, les transports que nous utilisons régulièrement sont les plus impactants. Pourtant, il n'est pas si facile de troquer la voiture pour les modes de transport doux. Et d'ailleurs, la ville le permet-elle vraiment ? Évidemment que la ville peut être ouverte au vélo et il peut y avoir beaucoup plus de vélos qu'actuellement. Par exemple, à Amsterdam, ils en sont quasiment à 40% de part modale vélo et les élus de la ville pensent qu'il faut encore augmenter cette part modale. Nous, à Lyon, on est à 3-4%. Alors, effectivement, nous, on voit arriver ici des gens qui ont jamais fait de vélo ou qui ont désappris à faire du vélo ou qui savent en faire, mais par exemple le dimanche sur les berges du Rhône, tranquillement. Pour une pratique urbaine, ils ont très très peur. En fait, les statistiques montrent bien que le risque pris par les cyclistes, le risque encouru par les cyclistes est le même que le risque des piétons ou le risque des automobilistes. Donc il faut déjà combattre cette idée-là, et puis surtout, il faut accompagner ces gens qui ont peur. Leur dire, voilà, il y a des itinéraires qui sont un peu plus sympas, un peu plus faciles que d'autres, sur lesquels vous serez moins confrontés à la voiture. C'est sur les équipements du vélo, le type de vélo. Et puis, on est en train un peu de se fédérer, et donc effectivement, il y a des villes où il y a une vélo-école, il y en a de plus en plus, parce que effectivement, c'est la base, c'est pouvoir répondre à ceux qui veulent se former un peu à la pratique urbaine. Et aujourd'hui, c'est une chose que très peu de collectivités prennent en main elles-mêmes. Elles ne savent pas faire, c'est les associations qui savent faire. Ils sont là, regarde. Il faut les enlever. T'es sûr? Mais non, il ne faut pas les enlever, il m'a dit pas. Mais il faut en mettre d'autres. Mais tout la mêlée il n'avait pas les trucs. Il faut que je le revisse là. Ouais, il faut le là. Sinon tu vas perdre. Et après, il faudra remettre d'autres. La roue arrière, non, c'est bon. L'objectif de Pignon-sur-Rue, c'est de mettre tout un panel de services à disposition du grand public. Donc c'est à la fois l'atelier vélo, l'atelier d'autoréparation, c'est des conférences, c'est des animations à l'extérieur et aussi dans nos locaux, des expositions. C'est les pédibus, les vélobus. L'idée du pédibus, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus toutes ces voitures qui stationnent entre 8h15 et 8h30 le matin devant chaque école. C'est bien de mettre en place un espèce de bus pédestre, donc qu'on appelle un pédibus, et qui ramasse tous ces enfants. C'est aussi une manière de faire prendre conscience à la fois aux parents, à la fois au corps enseignant, aux parents, mais aussi aux enfants, qu'il y a d'autres moyens d'aller à l'école que d'aller en voiture. Quelle heure est-il? 8h10, alors Martin? Et donc du coup, c'est aussi un début de remise en cause de tout un schéma d'organisation qui s'est créé, qui s'est développé depuis plusieurs décennies en fait. D'un déplacement banal, domicile-travail, on est devenu à des déplacements complexes où on rajoute du cabotage et l'école, la desserte de l'école en est un. Mais ce faisant, il permet à l'automobiliste de justifier son déplacement vers le travail. Si on reprend le problème inverse en disant, bon, pour l'école, vous n'avez plus besoin d'y aller en voiture. Du coup, pour le travail, est-ce que vous avez toujours besoin d'y aller en voiture? Ça, c'est drôlement intéressant. Puis il y a les retours des enfants qui commencent à dire que c'est drôlement agréable de marcher à pied, d'aller à l'école. Et pourquoi, papa, pourquoi, maman, tu n'y vas pas à pied à ton boulot? Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais on les empile et on commence à faire changer, on commence à essayer de faire basculer les choses, les idées et les comportements surtout. Si les initiatives visant à réduire sa consommation énergétique ou ses émissions de CO2 se multiplient, d'autres se mettent en place pour proposer de nouvelles formes d'organisation sociale
et une autre façon d'occuper l'espace. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis les dernières décennies, on va dire qu'il y a eu un zonage, une séparation dans les villes. Alors, il y a les secteurs où l'on consomme, grande surface, etc., les secteurs où on s'amuse, les secteurs où on habite et les secteurs où on travaille. Et entre ces différents secteurs, on prend la voiture. Voilà. Et on s'aperçoit au bout de 30 ou 40 ans de ce fonctionnement-là, finalement qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture, qu'on est chacun tout seul, qu'il y a un délitement aussi des échanges, des contacts, parce qu'on a perdu quelque part des villes qui soient des villes denses et dans lesquelles au sein d'un même quartier on puisse à la fois habiter, aller acheter son pain ou faire ses courses, aller rencontrer ses voisins et tout ça en le faisant à pied ou à vélo. Voilà. Donc en fait ce qu'on recherche c'est ça. À une époque on s'était dit dans les années 60-70 on va aller construire des villes à la campagne. L'idée peut-être qui peut présider à une approche à la fois urbaine, paysagère, environnementale, c'est se dire qu'il faut peut-être construire ou imaginer de la campagne dans les villes. Ça, c'est un point important. Alors, ça a un intérêt à la fois parce qu'on recrée un rapport au végétal, on recrée un rapport à la nature, à la saison, au temps qui passe, et on recrée aussi des conditions purement, je dirais presque plus techniques et climatiques, de confort en milieu urbain, en réduisant ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur. Les villes en période estivale peuvent devenir difficilement vivables. Avec des quartiers bien végétalisés, on peut avoir des différences de température de l'ordre de 2 à 4 degrés. C'est énorme. Le projet des joyaux participe effectivement à la volonté de réduire ce qu'on peut appeler l'empreinte écologique. C'est un projet initié par la ville et par la Société d'équipement de la Loire, qui travaille pour la ville de Saint-Étienne, et qui consiste en la création de 120 logements dans un quartier existant. Alors ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de quartiers qu'on peut qualifier d'écoquartiers, qui sont un petit peu des quartiers neufs ou sur des périphéries, ou sur des friches qui ont été complètement rasées. Là c'est pas le cas. C'est une spécificité, on vient s'insérer de la façon la plus fine possible dans un tissu existant. Sont démolis uniquement les bâtiments clairement vétustes ou invivables ou pollués, ou des anciennes friches artisanales qu'on ne pouvait pas récupérer. Pour le reste, l'objectif c'est bien sûr de garder au maximum les habitants en place. Des habitants donc, qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de moyens. Donc ça c'est une spécificité, avec un objectif majeur, classique dans les opérations de renouvellement urbain, qui est de pouvoir attirer des populations de type classe moyenne dans des quartiers socialement défavorisés. Donc il y a 120 logements avec 3 types de programmes. Un programme de promotion classique, un programme de logement locatif, et puis un secteur très très particulier, un petit peu unique, qui est un secteur dédié à une forme d'habitat un peu nouveau en France, qui est un habitat de type coopératif. Donc ça c'est un point important, et nous en tant qu'urbanistes nous avions proposé ce principe-là. Alors on ne l'a pas inventé, on a vu que ça existait chez nos voisins suisses, allemands, dans les pays nordiques aussi. Ça n'existe pas du tout chez nous. L'idée c'est que les gens s'organisent eux-mêmes, s'autogèrent quelque part, quelquefois s'ouvrent aussi à l'autoconstruction, même si ce n'est pas une obligation, et que finalement les marges bénéficiaires qui sont prises classiquement par la promotion, ce qui est normal, un processus commercial, en fait, dans le cas d'habitat coopératif, sont réinjectées dans la qualité à la fois architecturale, la qualité d'usage, la qualité des espaces, et puis la qualité environnementale. On s'est inscrit dans un écoquartier en devenir qui s'appelle l'écoquartier de la ZAC des Joyaux, et on a été sollicité par l'urbaniste de la ZAC pour voir si on pouvait monter à quelques-uns un projet pilote dans un quartier qui était déjà un quartier un peu pilote. C'était un projet d'habitat groupé en ville, en centre-ville, on est en centre-ville sur la ZAC des Joyaux, et qui plus est en passif, ce qui est relativement rare. Alors ce qui nous motivait pour y aller, c'était bien sûr la volonté de ne pas être le consommateur de son propre habitat, mais de le définir ensemble.
Cette idée de construire ce dans quoi on va vivre. La seconde volonté, aussi importante que la première, c'était de dire on va habiter en ville. Après, il y avait le côté groupé. C'était une démarche d'avoir envie de vivre aussi des choses ensemble, mais pas comme dans les années 60. On n'a jamais évoqué le nom de communauté, et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. Mais on parlera plus de mutualisation, dire mutualisation de plein de choses, de l'espace, d'une partie des éléments de vie, par exemple une salle commune, une buanderie commune, un atelier, un garage à vélo commun, beaucoup de choses communes. Mais ça ne sera pas une vie en communauté, on aura chacun nos espaces privatifs et on aura la mutualisation, ça va se définir à mesure qu'on avancera. On arrive à un moment de notre vie où on a besoin de moins d'espace pour notre appartement, donc le type d'appartement qui se construit dans cette zone nous satisfait. En plus d'avoir un habitat écologique, c'est quelque chose qui nous satisfait aussi. De pouvoir mutualiser des terrains en commun, de pouvoir vivre des choses en commun, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Voilà, il y a un projet qui nous semble intéressant, donc on y participe, on est quelques-uns à être dans ce cas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués, pour qui j'ai l'impression c'est beaucoup plus le projet quasiment de leur vie. Voilà, donc il y a des degrés d'implication différents et des implications différentes des gens dans ce projet. C'est ce qui rend les choses intéressantes d'ailleurs, parce qu'on est très divers. Il faudrait voir pour démarrer une fiche, parce qu'avec tous les contacts qu'on a eu dernièrement, maintenant il y a une liste, et là ça s'élargit, et il faudrait peut-être qu'on envoie des questionnaires pour bien cerner ce que les gens veulent. Mais il y a aussi des gens qui sont intéressés vraiment pour éventuellement y venir, et notamment les 2 personnes âgées. Ils ont renvoyé un mail. Une coopérative, c'est une personne, une voix, avec des décisions prises pas à l'unanimité, mais avec le consensus d'un maximum. Donc on ne raisonne pas en termes, une SCI, c'est on attend le millième, et puis derrière, le gars qui achète 4 appartements, il a le droit de décider tout seul. C'était pas notre volonté. Je crois que c'est une démarche qui est à la fois égoïste parce que c'est un choix de vie qui nous plaît, on ne nous l'impose pas, mais aussi altruiste parce qu'on veut montrer la voie. Alors on ne veut pas être des exemples, mais je pense que la ville a beaucoup plus d'avenir qu'on a pu le dire à un moment donné. Je crois que les gens vont revenir vers la ville. La ville sera le lieu agréable à vivre, ce qui n'était plus. La campagne à 30 km avec des dépenses énergétiques importantes, des bouchons les matins pour rejoindre son boulot. Je crois qu'on a encore, le mouvement s'est pas encore inversé, mais il va pas tarder à mon avis. Penser le futur durable, c'est non seulement mettre en œuvre des gestes qui contribuent à préserver l'environnement, mais aussi veiller à la qualité de ces relations. Ici et là, fleurissent des initiatives qui redonnent du sens à la vie de quartier. Ces nouveaux styles de vie offrent l'opportunité de développer des relations humaines plus fraternelles et plus respectueuses des potentialités de chacun. Toutes, il y en a plein. Hein. Pour l'année prochaine. On peut en planter l'année prochaine. Donc c'est un jardin partagé pour les habitants du quartier. On vient pour jardiner, biner, arroser ensemble. Il y en a qui viennent juste pour apporter leur compost. Il y en a qui viennent juste pour discuter ensemble. Voilà, c'est très simple et très convivial. Les graines aussi de... Moi j'habite un petit peu plus loin et je connais maintenant, je sais pas, je dirais une vingtaine de personnes que je connaissais pas avant qui habitent dans les rues alentours, quoi. Et je sais pas d'où elles sortaient, quoi, si elles ont été... On se rend compte qu'on peut faire des choses, parce que les habitants souvent dans les réunions, on sait pas trop si on va avoir quelque chose d'intéressant à dire, si on va être écouté ou quoi. Là tout le monde sait, ou si on a envie, clouer 3 planches, mettre une brouette de terre, etc. Et ça, des gens qui sont souvent exclus de tout groupement ou toute action qui peut paraître compliqué. Là, le fait d'être un chantier participatif, ça, moi je l'ai vraiment trouvé avec le chantier des joyaux. Ouais, mais j'en ai pas plein.
Ça change la façon de fonctionner du quartier. Et les gens sont un peu plus dans la civilité, sont un peu plus dans le respect de l'autre. C'est une très grande mixité. On n'a pas des jardins d'immigrés, on n'a pas des jardins de bobos. C'est par rapport aussi au quartier, hein, c'est des fois aussi par rapport à la population. Mais nous, quand on amène des jardins dans un territoire, on fait très attention que les jardins soient ouverts à tous pour qu'il y ait cette mixité. Alors au début, on accepte plus ou moins, mais ça, après, quand on se rend compte qu'une dame turque, elle vous apprend à jardiner à 4 Français, eh ben, on la considère autrement, cette dame turque, parce que c'est des très bons jardiniers, les Turcs. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont amenées. Donc, c'est des échanges à travers les échanges de pratiques, de savoir-faire, qui fait que la mixité se met en place. Il y a toutes les générations. Donc, troisième âge, adulte. Il y a aussi des enfants. Samedi dernier, pendant la cueillette et puis le goûter qu'on a organisé ici, il y avait des petits-enfants qui ont aussi planté, qui ont semé le gazon, la pelouse, etc. etc. Et le deuxième aspect, c'est que on n'est pas tous des vrais jardiniers. Moi, je ne suis pas un jardinier né. Je bricole pas mal, j'ai mis en place pas mal de choses dans la cabane, les bacs de compostage, etc. Il y a des mamans aussi qui savent bien cuisiner, donc qui nous amènent des bons gâteaux. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là hein, qui sont venus se greffer un petit peu autour du jardin et qui ont permis qu'on mette tout ça ensemble, qu'on mette tout ça en exergue et ça fait vraiment une belle famille. Ouais, mais comme ça, il faut pas le poser, son truc. Le fait que ça soit collectif, ça rentre aussi dans une dynamique beaucoup plus large, qui est la dynamique du développement durable. On entend toujours parler des 3 grands piliers, l'environnement, le social et l'économique. Mais nous, on dit que pour que les 3 fonctionnent, il faut qu'il y ait la gouvernance participative. Et ça rejoint notre définition du jardin partagé, qui est conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants. C'est bien l'habitant qui met tout ça en mayonnaise pour que ça fonctionne et ça se pérennise et ça s'approprie. Il y a de très belles initiatives en Rhône-Alpes, mais pas qu'en Rhône-Alpes, hein, bien entendu, et ailleurs qu'en France, de très belles initiatives citoyennes, extrêmement localisées. La démocratie participative, forcément, elle prend à témoin le citoyen. Elle prend à témoin une société civile organisée ou une société civile dite non organisée. Elle veut prendre à témoin les citoyens pour faire avec eux. On est bien, non pas dans le vivre ensemble, mais plus que ça, dans le faire ensemble des actions, des démarches qui permettent de repenser le collectif et puis concrètement, puisqu'il s'agit des enjeux forts autour du développement durable, d'accompagner la transition écologique des territoires. On s'insère dans une démarche de développement durable, c'est qu'en proposant des quartiers qui soient des quartiers agréables, dans lesquels on soit bien, dans lesquels on ait envie de vivre, dans lesquels on puisse discuter avec ses voisins, dans lesquels on puisse se déplacer sans recourir forcément à la voiture systématiquement. Ça veut dire qu'on limite la nécessité ou l'envie de partir sur les périphéries urbaines, qu'on limite l'étalement urbain. Ça veut dire que c'est à la fois un nouveau mode d'apprentissage, un nouveau mode de vie en milieu urbain dense qu'il nous faut inventer. C'est d'avoir des changements bien plus fondamentaux au niveau des choix sociétaux. Par exemple, Paul Virilio fait le lien avec la vitesse de nos sociétés à l'heure actuelle. Voilà, le besoin, la relation d'avoir plus pour montrer. Au niveau, pareil, dans la vie professionnelle, on va avoir des exigences
assez importante. Donc c'est vrai que je pense que les gens sont peut-être un peu en porte-à-faux entre des attentes sociales qui ne vont pas forcément dans ce sens-là a priori, en dépit souvent des discours, et de ce qu'on leur dit, entre guillemets, qu'il faudrait faire.